Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le dernier hommage à l'abbé Pierre, une messe solennelle à Notre-Dame de Paris, l'hommage de la nation, puis dans le plus grand dépouillement, l'abbé Pierre a été inhumé selon ses vœux à Estéville, en Seine-Maritime. Le froid qui poursuit son offensive. Dans les heures qui viennent, les températures tomberont en dessous de zéro dans la plupart des régions. Le plan grand froid a été activé au niveau 2 dans plus de 70 départements. Pour la première fois, des familles de victimes de légionellose sont indemnisées. Une décision de justice qui concerne dans le Pas-de-Calais 5 familles dont les proches travaillaient autour du site de l'usine pétrochimique Noroxo. C'est Michel Platini qui a été élu président de l'UEFA. Avec lui s'ouvre une nouvelle page, une nouvelle aventure de l'histoire du football. L'ancien capitaine de l'équipe de France n'a pas caché son émotion à l'annonce des résultats. Patinage artistique, Brian Joubert devient champion d'Europe à Varsovie. Celui qui faisait figure de favori obtient là son 2e titre en attendant le sacre mondial. Les compagnons d'Emmaüs étaient au premier rang pour cet hommage à l'abbé Pierre, hommage de la nation. Ce matin à Notre-Dame de Paris se sont retrouvés unis dans la prière les représentants de l'État et de l'Église, entourés de nombreux anonymes venus assister à cette messe solennelle. Une cérémonie d'une profonde émotion à la mémoire de l'abbé Pierre, insurgé de Dieu au service des pauvres. Claude Sampère. L'hommage de toute une nation pour son abbé. Plusieurs milliers de personnes rassemblées ce matin devant la cathédrale Notre-Dame. Dès l'arrivée du cercueil, des applaudissements pour saluer l'abbé Pierre. Un geste rare en France lors d'obsèques, un geste à l'image du personnage. La scène se répète à l'intérieur. Certains touchent le cercueil lors de son passage. Au premier rang, le président de la République. Dans la foule, les compagnons d'Emmaüs. L'abbé les voulait présents et non pas relégués au dernier rang. Ils sont là, à ses côtés. L'abbé voulait une cérémonie simple. Le cercueil est posé à même le sol. Dessus, sa célèbre cape, son insigne grand croix de la Légion d'honneur. Quelques instants plus tard, l'évêque de Grenoble dépose l'aube et l'étole violette pour rappeler que l'abbé Pierre était prêtre. Dès le début de la cérémonie, le président d'Emmaüs France prononce quelques mots pour délivrer un message très clair. À la cathédrale Notre-Dame de Paris, que ceux qui comptaient sur lui ne pensent pas demain que nous avons oublié pourquoi nous sommes si nombreux rassemblés aujourd'hui. Le véritable hommage sera de continuer son combat. À l'intérieur de la cathédrale, des personnalités politiques de premier rang, des responsables syndicaux, des artistes et surtout des centaines de compagnons. L'image d'une France rassemblée le temps d'une messe pour rendre hommage à un homme libre. C'est le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, ami de l'abbé Pierre, qui prononce l'homélie. Merci, cher abbé Pierre, de nous avoir donné un tel exemple. Vous disparaissez et nous, compagnons d'Emmaüs, nous repartons d'un bon pas aujourd'hui pour témoigner de cet amour et servir les autres jusqu'à notre dernier souffle. Pour célébrer la messe, Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, Monseigneur Ricard, le cardinal Lustiger, le cardinal Barbarin. Une cérémonie de près de 2 heures, très simple et très belle. Ultime hommage rendu à un homme exceptionnel. L'abbé Pierre parlait de la mort comme d'une rencontre avec un ami. Une rencontre qu'il espérait, qu'il attendait. Tous les gens qui étaient présents ce matin à ses côtés lui souhaitent du fond du cœur une très belle rencontre. Sur le parvis de Notre-Dame, dans le froid, quelques milliers de personnes ont suivi sur écran géant la cérémonie et partout la même émotion. Dorothée Cochard, Yann Moine. Rassemblés sur le parvis de Notre-Dame, parce que l'intérieur de la cathédrale était réservé aux proches et aux personnalités, la foule des anonymes. Qui d'autre que l'abbé Pierre pouvait réunir dans cette matinée glaciale des hommes et des femmes si différents,
Jeunes et vieux, riches et pauvres, chrétiens et athées, bien logés et sans logis. Je trouve qu'en étant parisienne, c'est la meilleure façon que puisse faire. Ce sont les pauvres qui perdent un papa. Ah. Moi aussi, je fais partie des pauvres et je perds l'abbé Pierre, c'est un papa pour moi. Ça m'est arrivé d'aller chez Emmaüs ou quoi, même prendre aller une douche ou quoi, me changer ou quoi. Et ça m'arrive encore, je le dis. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ici, pour rendre un petit hommage à justement cette personne, quoi. C'est l'abbé Pierre. Voilà. Paix à son âme, comme on dit. Au milieu de la foule, quelques-uns des enfants de Don Quichotte dressent une tente. Le combat de l'abbé n'est pas mort avec lui. Il mérite beaucoup de respect, cette personne. De ce qu'il a fait depuis toutes les années, maintenant on a repris son combat, maintenant on va essayer d'aller jusqu'au bout. On sait que c'est dur, mais de toute façon on ne lâchera pas. Quoi. Applaudissements à son passage. Un dernier merci. Une dernière caresse. Merci à toi. Merci pour tout. Adieu l'abbé. Et bon voyage aux pèlerins. Et comme il l'avait souhaité, c'est dans le plus grand dépouillement que l'abbé Pierre a été mis en terre, dans le petit village d'Estéville, où se trouvait sa maison de retraite. Estéville qui deviendra sans aucun doute un lieu de pèlerinage. Thierry Curté, Marie Cazot. Il n'y avait plus que les intimes ce soir en Normandie. La dépouille de l'abbé arrive vers 17 h. Aussitôt, les membres de ces deux familles, celle du sang, celle de l'esprit, d'un même geste, referment le cercle, excluent le monde, pour leur dernier hommage, le plus intime. Les cloches cessent, le ciel s'invite, il neige. Dans un instant, vous serez à côté de Georges, le premier compagnon, de Lucie Coutaz, votre collaboratrice, de Jules et de tous les autres. La cérémonie ne dura qu'un quart d'heure. L'abbé Vianney lira l'ultime message de son ami. Je voudrais m'excuser pour tous ceux que j'ai dérangés pour mon enterrement. Une compassion pleine de retenue donc. La mise en terre fut tout aussi simple. Pas de pierre tombale, juste une plaque de marbre pour l'épitaphe. Et la fleur de l'hiver, un brin de mimosa. C'est pas une idole, c'est pas un modèle lointain qu'on admire ou qu'on envie, c'est quelqu'un qui me donne envie, moi, de donner le meilleur de moi-même. On est orphelin, d'une certaine manière, mais en même temps, on sait qu'il doit être très heureux là où il est aujourd'hui. Ce sont ses grandes vacances? Il l'a dit aussi. À 18 h, la cérémonie achevée, le cimetière s'ouvrit aux quelques anonymes, venus rendre eux aussi leur ultime hommage. Et puis il y avait tous ceux qui ont suivi la cérémonie en direct à la télévision. L'abbé Pierre est dans leur cœur. Ses compagnons vont poursuivre le combat, en particulier ceux de la toute première heure. Mallory Aounou, Hervé Pouzeau. En 54, c'est dans ce chemin, à peu près au milieu, que s'est trouvé le décès d'un bébé mort de froid. Et c'est de là qu'est partie l'histoire. Ici, c'était le Champfleury, c'était tout boueux. C'était ici, à Neuilly-sur-Marne, Champfleury, la première cité bâtie par l'abbé Pierre et ses compagnons. Il en reste des noms, quelques maisons comme celle-ci, toujours le refuge de cette femme, 40 ans après. Vous avez ouvert votre porte, hein? Vous lui devez tout, comme beaucoup d'entre nous. Anciens de la communauté de Neuilly, jeunes compagnons, amis d'Emmaüs. Parce qu'ils doivent tous quelque chose à l'abbé Pierre, ils ont choisi de suivre ensemble les cérémonies de Notre-Dame. Même émotion, silence et recueillement dans la communauté de Chervillers en Alsace. Là se sont réunis une quarantaine d'enfants spirituels de l'abbé. Ceux qui l'ont connu se souviennent. C'était un grand homme, un homme comme ça, il n'y en aura plus. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. J'espère qu'on va pouvoir continuer son action et que dans le monde il y ait moins de misère. C'est ce qu'il souhaite. Continuer sans l'abbé, à Neuilly-sur-Marne aussi. Après la messe, les compagnons de la communauté lui rendent un dernier hommage.
dans l'imperfection de notre société, nous a trouvé une place, nous a permis de nous élever, de nous mettre debout, fiers. Et voilà, et puis ça on ne peut pas l'arrêter maintenant, ça ne s'arrête pas et ça continue. Le combat remarquable que tu m'as enseigné, l'amour que tu m'as apporté, l'envie de vivre que tu m'as octroyé. Un poème et un orgue des rues, celui des pauvres, pour un air que l'abbé Pierre aurait aimé entendre. Ce n'est qu'un au revoir. Enfin, on s'arrêtera sur ce dernier hommage à l'abbé. Il a une signification bien particulière pour cette famille sauvée par le fondateur d'Emmaüs. Janine était enceinte, elle vivait sous une tente dans la boue. Sa fille fut le premier bébé à naître dans une cité Emmaüs en 1951. Toute sa vie, l'abbé Pierre garda un contact avec celle qui l'avait sauvée. Karine Comadi, Jean-Marie Lequertier. Il était l'homme sans qui elle ne serait pas en vie. Elle était sa femme de cœur. Dans les mains d'Annie Porte, un mouchoir à carreaux, celui de l'abbé Pierre. Si vous voulez vous recueillir un petit peu. Et je lui dis que je l'aimais, que je penserai toujours à lui. Et puis merci pour tout ce qu'il a fait pour toute notre famille. Hiver 51. L'abbé Pierre décide de reloger une famille qui vit sous une tente, car un bébé doit naître. Ce bébé, c'est Annie. Dans les bras de l'abbé, elle est alors le symbole de l'espérance. Comment il me tient, c'est... Je me sens, comme toujours, quand je suis près de lui, je me ressource, je suis apaisée, je suis heureux, je suis bien, là. Hein? Jamais ces bras-là ne la quitteront. À 23 ans, Annie est très malade. L'abbé lui écrit. Tu n'es pas toute seule. Tous ensemble, on arrivera sûrement à arranger les moments difficiles, à faire de sa vie quelque chose de bien. Je t'embrasse et je prie pour toi, avec toi, toute mon affection. Il fallait que je retrouve le courage. Il m'a donné le courage par cette lettre. Aux yeux de l'abbé Pierre, la famille d'Annie était la preuve vivante d'une victoire sur la fatalité. Marlène, la fille, devenue avocate, et cette troisième génération qui reprend le flambeau. Il a fait beaucoup pour vous. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour lui maintenant, pour sa mémoire? Ne pas l'oublier. C'est ce que je pense. Et respecter ses idées, toujours. Et donner de l'argent aux associations pour les SDF, des trucs comme ça. Aujourd'hui, jour de deuil, l'étreinte se dessert entre Annie et le père. Je peux toucher. J'aurais tellement voulu la toucher. Ça calme son père. C'est ce qui me marque le plus. Une dernière caresse, le premier geste d'une vie d'orpheline. Et ce fut hier soir la nuit la plus froide de l'hiver. Dans les heures qui viennent, les températures tomberont en dessous de zéro dans la plupart des régions de France. Le plan grand froid a été activé au niveau 2 dans plus de 70 départements. Tout faire pour convaincre les sans-abri de rejoindre un centre d'accueil. Perry de Bonnet, Virginie Fichet. Même les fermetures sont gelées. Même les tentes s'abîment à cause du froid. À Lyon, place Bellecour, le gel a envahi le campement des Don Quichotte. Ici, ils sont encore une vingtaine à dormir sous la tente. Ce qui nous a surtout emmerdé cette année, c'est que c'est monté à 18 degrés, presque 20 bientôt, et d'un coup, c'est descendu à -5. Moins 5 degrés, la température est dangereuse et l'équipement bien dérisoire. Pas d'UV, 3 couvertures, tapis de sol, carton, couverture de survie, duvet, le chien. T'as quasiment des glaçons dans la tente. T'as les bords, ils sont gelés. C'est tout gelé et après, il faut attendre bientôt 10 h du mat pour que ça fonde, quoi. Si eux ont choisi d'affronter le froid, d'autres se réfugient dans ce gymnase réquisitionné en urgence depuis 3 jours. Ici, cette nuit, une centaine de SDF dormiront au chaud. Après un repas chaud, une collation, les gens en général sont dormant aux alentours de 10 h, ils se réveillent vers 7 h le matin. Et ils sont au frais et dispo pour partir puisque le lieu est quand même accueillant. Ce dispositif, c'est le niveau 3 du plan grand froid, le niveau maximum. Il devrait être maintenu. On attend encore -4 degrés dans les rues de Lyon cette nuit.
Après les tempêtes de neige de ces derniers jours, en milieu de journée, près de 30 000 familles étaient privées d'électricité dans l'ouest et le centre de la France. Dans la plupart des cas, il s'agit de zones très isolées. Ce soir, le courant est rétabli pratiquement partout. Reportage en Gironde, David Bazier, Catherine Juste. Toutes nos équipes de dépannage sont mobilisées. Nous ne pouvons pas vous apporter d'autres précisions pour l'instant. En Gironde, le serveur vocal d'EDF est submergé. Impossible pour les clients de savoir quand reviendront lumière et chauffage. On ne sait pas s'il faut aller chez quelqu'un pour être au chaud, s'il faut changer le congélateur, le vider puis l'amener chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est embêtant, d'avoir personne au bout du fil pour répondre. C'est toujours un serveur vocal. T'as la pelle, c'est pour les enlever, toi? Dans les bois, les équipes de dépannage travaillent pourtant d'arrache-pied. La neige très collante a enrobé les câbles. Le surpoids provoque des ruptures difficiles à réparer. On est obligé de déboiser en partie pour pouvoir accéder à la ligne et au poteau, bien sûr, pour pouvoir remonter et dépanner cette ligne à 15 000 volts. En une nuit, 65 000 foyers girondins se sont retrouvés sans électricité. Après la tempête de 99, EDF s'était engagé à enfouir les lignes. Certains s'étonnent donc que les intempéries continuent de provoquer des coupures massives. On a enfui en Gironde plus de 1100 km de lignes, c'est-à-dire pratiquement une fois et demie la distance Paris-Bordeaux. Donc c'est un effort considérable et cet effort, nous le poursuivrons d'année en année. En 48 heures, les 300 techniciens d'EDF ont tout de même réussi à dépanner 90% des clients, même s'il reste encore ce soir 2500 mécontents. Je vous montre 9, 6, voilà. Et il fait 0,5 dehors. Demain soir, toute la Gironde devrait cependant à nouveau être alimentée. Dans le Nord, 3 personnes, un père et ses 2 enfants, victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, sont décédés. La mère est dans le coma. Ces gens du voyage vivaient dans une caravane. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant à l'origine de nombreux accidents chaque année, dus souvent à des installations défectueuses. C'est la première fois que des familles de victimes de légionellose sont indemnisées. Une décision de justice qui concerne dans le Pas-de-Calais 5 familles dont les proches ont été touchés par une épidémie de légionellose qui s'est produite en 2003 autour du site de l'usine pétrochimique Noroxo. Jean-François Firet, Marianne Masse. À la sortie de la salle d'audience, ni pleurs, ni effusion de joie. Ces femmes ne le réalisent pas encore, mais elles viennent de gagner une première bataille judiciaire. Leur avocate doit leur expliquer. Alors que l'instruction n'est pas terminée, alors que Noroxo n'a pas encore été condamné, la commission dit qu'il faut indemniser les victimes. Donc sur le principe de la réparation, sur l'aspect symbolique de la reconnaissance, c'est quand même extrêmement important. Après 3 années de procédure, 5 familles sont reconnues victimes de l'usine Noroxo et de l'épidémie de légionellose qu'elle a déclenchée. Il y a 4 ans, Martine Delabie a perdu son mari en quelques jours. C'était quelqu'un d'exceptionnel et le fait qu'il soit parti, il fallait que ce soit quelque chose de positif et au moins, si lui est décédé, ça sera pour aider tous les autres. La commission d'indemnisation va verser entre 57 000 et 190 000 euros à chaque victime, 690 000 euros au total et sans appel, la décision est exécutoire. Il y a une indemnisation rapide qui est accordée, c'est-à-dire que la commission dit « je n'ai même pas besoin d'avoir recours à une expertise médicale pour déterminer le montant des préjudices, j'ai des dossiers médicaux, j'ai tous les éléments pour d'ores et déjà statuer ». Fin 2003, à Arnes, au cœur du bassin minier, un cas de légionellose est signalé. Dans cette usine de pétrochimie, Noroxo, on constate des taux très élevés de légionelle dans les circuits de refroidissement. L'usine est fermée début 2004. Trop tard, l'épidémie se propage, 18 personnes sont tuées. Noroxo est responsable, ça ne fait aucun doute, mais pour la justice, personne n'est coupable. Les victimes ont porté plainte contre les dirigeants. Elles attendent toujours un procès devant un tribunal pénal. Les associations de défense de l'environnement sont satisfaites. Le premier désherbant vendu dans le monde était présenté comme un herbicide biodégradable. Poursuivi pour publicité mensongère, la société agrochimique Monsanto a été condamnée. Benoît Guédret, Olivier Jacquelin, Romuald Albonan. Le Roundup, l'herbicide le plus vendu en France. Sur l'emballage, le fabricant vante les mérites de son produit présenté comme biodégradable et qui laisse le sol propre. Publicité mensongère, estime le tribunal correctionnel de Lyon qui vient de condamner 2 dirigeants français. Pour ces magistrats, le Roundup est un produit écotoxique. La preuve, le fabricant a réalisé lui-même une étude selon laquelle après 28 jours, seulement 2% du produit se dégrade.
En ce qui concerne la biodégradabilité, la matière active du Roundup se biodégrade en éléments simples comme du gaz carbonique et de l'eau par exemple, et ça c'est reconnu dans les dossiers scientifiques. Le tout c'est de savoir au bout de combien de temps, et en fait c'est là-dessus que porte la discussion. La condamnation de Monsanto réjouit les membres de l'association Eau et Rivières de Bretagne à l'origine de la plainte. Pour ces défenseurs de l'environnement, 2 molécules du Roundup affectent durablement la qualité des eaux de surface. Quand la justice prend cette décision, elle remet en quelque sorte les pendules à l'heure. Elle redit aux consommateurs que les pesticides, le Roundup comme les autres, restent des produits dangereux pour leur santé et pour l'environnement. Sans attendre le jugement, Monsanto avait retiré la mention biodégradable de ses emballages. Le fabricant envisage désormais de faire appel. Comme un pavé dans la mare, le centre commercial Usine Center des Yvelines vient d'obtenir une dérogation pour ouvrir le dimanche. Une situation exceptionnelle selon la préfecture qui a donné son feu vert, mais tout n'est pas joué. Arnaud Comte et Stéphanie Boulot. Depuis 8 mois, Usine Center bravait une interdiction. Tous les dimanches, ces commerçants ouvraient leurs portes alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Hier, le préfet des Yvelines leur a accordé une dérogation. Désormais, ils ne devront plus se cacher pour travailler le dimanche. Tous les dimanches, on avait peur, quoi, en fait. On ne savait pas si les huissiers allaient venir ou pas. Non, on ne savait pas si le dimanche d'après, on allait rouvrir. Les boutiques ici font jusqu'à 36% de leur chiffre d'affaires le dimanche et qu'en raison des voies de circulation, c'était impossible de reporter ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine. Pour les 160 salariés concernés, l'autorisation d'ouverture dominicale est une bonne nouvelle. Car pour eux, un dimanche travaillé, c'est avant tout un supplément de salaire. Entre 150 et 200 euros. Donc c'est énorme pour quelqu'un qui a un tout petit salaire. Côté client, chacun a son avis sur la séance d'essayage le dimanche. C'est pratique, on a le temps, on se promène, on est moins stressé que la semaine, voilà. Je ne suis pas persuadée que les enfants ils ont envie de voir leur mère ou leur père travailler le dimanche. Ça, non. À l'origine de la plainte contre l'ouverture dominicale, les petits commerçants du textile. Ils accusent le centre commercial de concurrence déloyale. Si nous, on ouvrait tous les dimanches, on se mettrait hors la loi et on se trouverait en prison, où on aurait des sacrés procès. Eux, ça fait 20 ans qu'ils sont hors la loi, ils ne le sont pas. Je vous pose la question, pourquoi ? La Fédération du textile et certains syndicats vont demander à un tribunal administratif d'annuler cette dérogation. La bataille pour l'ouverture le dimanche n'est pas encore terminée. La campagne électorale avec d'abord le voyage de Ségolène Royal aux Antilles. La candidate socialiste est à Fort-de-France aujourd'hui, en Martinique où elle a passé son enfance. Ségolène Royal qui veut être la présidente de la France métissée. Sur place, on rejoint Alexandre Cara et Zinden Berkous. C'est la séquence émotion de ce voyage. 45 ans après, Ségolène Royal revient dans cette école de Fort-de-France où elle a été pensionnaire. Son père militaire était alors en poste en Martinique. Une étape obligée aux Antilles pour faire oublier les propos de Georges Frêche sur les blagues de l'équipe de France et la lenteur des socialistes à sanctionner le président de la région Languedoc-Roussillon. Et quel meilleur avocat qu'Aimé Césaire, l'un des poètes de la négritude, procureur de la colonisation. Il ne l'accueille pas seulement, il la soutient. Madame Ségolène Royal, vous nous apportez la confiance et, permettez-moi de le dire aussi, l'espérance. Je suis particulièrement heureuse que vous ayez accepté de présider le comité de soutien. L'outre-mer dans son ensemble, c'est près d'1,5 million d'électeurs, qui pour beaucoup n'ont pas oublié la loi sur les effets positifs de la colonisation. Un faux pas de la droite que Ségolène Royal entend bien capitaliser. Je serai la présidente de la République de la France métissée et qui se reconnaîtra comme telle avec la diversité. En avant, je suis avec vous, une femme debout. En mettant 7000 km entre elle et les petites et grandes polémiques de la métropole, Ségolène Royal cherche à apparaître au-dessus de la mêlée, mais surtout à redonner un nouveau souffle à sa campagne.
Ségolène Royal, victime d'un canular, piégée au téléphone par un imitateur qui s'est fait passer pour le Premier ministre du Québec. La candidate socialiste a fait alors un parallèle avec la Corse, dénoncée aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Arnaud Boutet, Bernie Merriot. Elle vient d'entendre une voix et à cet instant ignore qu'il s'agit d'un canular. Mercredi soir à Montluçon, Ségolène Royal entame son meeting et tout sourire justifie son retard. J'étais un petit peu en retard parce que j'avais au téléphone le Premier ministre du Québec. Alors, c'est vrai en plus. Donc il m'a chargé de vous dire bonjour. Le bonjour vient en fait d'un joyeux drille, Gérald Dahan, imitateur et réclamant avec l'accent des explications après les propos de la candidate sur la souveraineté du Québec. On est comme ça aussi fortement sous pression, carrément, là, par le Premier ministre canadien. Vous voyez, ça commence à faire peur pour nous. Voyez. Comment je peux faire? Est-ce que je peux faire un communiqué, quelque chose ou... Peut-être ce serait ça une bonne occasion, mais... D'accord, on peut faire ça demain matin. Une fois prévenu, l'entourage de Ségolène Royal se montre beau joueur et autorise la diffusion. L'idée d'essayer de piéger Ségolène, quand il y a eu la bravitude, quand il y a eu tout ça, voilà, je me suis dit ça serait rigolo. Et puis surtout, Ségolène est déjà venue voir mes spectacles. Et puis ça l'avait bien fait rire quand j'avais piégé Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, justement, ne va pas du tout apprécier la petite phrase suivante sur la Corse. C'est comme si nous, on venait de l'autre côté, puis qu'on disait, la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Oui. Pour les gens. Français ne seraient pas contre, d'ailleurs. Peut-être bien, c'est sûr. Mais en tout cas... Ne répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup-là en France. Une gaffe, c'est une méconnaissance. Ou une incompétence. Là, hélas, même pour rire, c'est plus grave. C'est la Corse. Moralité, dans cette campagne, un candidat ne peut rire de tout et doit toujours se méfier du téléphone. Nicolas Sarkozy, qui était sur les terres de Ségolène Royal en Poitou-Charentes, le candidat UMP a proposé des heures supplémentaires négociables sur la base du volontariat, une journée dominée par l'économique et le social. Michael Darmon, Mathieu Bierden. Nicolas Sarkozy en Poitou-Charentes sur les terres de Ségolène Royal, une expression qu'il n'aime pas. Je sais bien qu'elle s'appelle Madame Royal, mais enfin, on est quand même en République. C'est pas sectaire. C'est pas sectaire, c'est genre. C'est la France. C'est l'autre facette de la campagne présidentielle. On met un temps de côté petites phrases et mauvais coups pour aller au-devant des électeurs. Nicolas Sarkozy visite un centre d'aide au travail pour handicapés mentaux. Posture classique d'un candidat à l'Élysée, on écoute, on pose des questions. C'est aussi l'occasion pour lui de montrer son style sans protocole. Il faut que vous ayez une place dans notre société, parce qu'en vous faisant une place, on fait une place à chaque famille où ça peut arriver. Denis, il est à Cannes, Mais le combat politique reprend vite le dessus. Jean-Pierre Raffarin, le soir, se charge de Ségolène Royal. Le candidat de l'inconstant, c'est la candidate. Quant à Nicolas Sarkozy, dès le début, il fait une mise au point après ces derniers jours mouvementés. Si certains veulent tirer la campagne vers le caniveau, je ne les suivrai pas. Et s'il le faut, je serai digne pour 2, pour 3 ou pour... Merci de votre Fini amitié. la rupture, vive la synthèse. Nicolas Sarkozy veut gommer son image de libéral et exprime une certaine idée de la fracture sociale. Un scénario qui fait froid dans le dos et inquiète l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un trafiquant d'uranium hautement enrichi a été arrêté en Géorgie il y a un an. L'information n'est révélée qu'aujourd'hui. L'opération aurait été menée conjointement avec les services secrets américains. Anne Ponsinet. L'uranium enrichi était conditionné dans ces simples sacs, saisis dans la capitale géorgienne, au moment où ce citoyen russe s'apprêtait à les vendre pour $1 million. Les acheteurs étaient des policiers, l'homme est en prison. L'affaire est un peu floue, mais les Américains qui ont participé à l'opération la prennent très au sérieux. Si vous en aviez une plus grande quantité, cela pourrait devenir très grave pour la sécurité internationale. Car l'uranium hautement enrichi habituellement se manipule avec des luxes de précaution dans des endroits ultra protégés et sous contrôle international. La saisie géorgienne intervient après l'affaire Litvinenko, où l'on a vu des ressortissants russes laisser des traces de polonium radioactif à travers l'Europe.
Pourtant, depuis plus de 10 ans, la Russie fait de gros efforts pour sécuriser ses matières radioactives. Après tout, ce n'est pas parce que le suspect est russe que l'uranium l'est aussi. Si l'on accepte les quelques incidents qui remontent au milieu des années 90, il n'y a pas de fait établi qui prouve l'existence d'un marché noir de l'uranium hautement enrichi en Russie. Selon la IEA, gendarme mondial du nucléaire, cette nouvelle affaire est un indice inquiétant du niveau de contrebande. Dans l'actualité de ce vendredi, le monde du football retiendra cette date. C'est Michel Platini qui a été élu président de l'UEFA. L'ancien capitaine de l'équipe de France n'avait pas ménagé sa peine. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a appris la nouvelle. Avec lui s'ouvre une nouvelle page. Manuel Tissier, Patricia Cher. Monsieur Platini, Michel. La joie est contenue. Michel Platini vient pourtant de remporter l'une de ses plus belles victoires, la plus inattendue. À 52 ans, il pousse le Suédois Johansson à la retraite et devient le nouveau patron du football européen. Je suis ému, énormément ému, mais je suis heureux. À peine élu, Platini retrouve ses parents dans la salle. Tout le clan français a explosé de joie à l'annonce des résultats. Sa famille, ses amis, tous rêvaient du triomphe de l'enfant de la balle. Allez, bravo Michel. Fier quand même d'avoir mis un garçon comme lui en route, quoi, parce que depuis sa jeunesse, il nous a quand même fait voir de toutes les couleurs. Hein. Les matchs de foot, ça a marché chez nous. Hein. Michel a quand même une dimension, une image d'homme honnête, intègre, avec des idées saines sur le sport et le football. Ça l'a emporté, c'est pour ça que ça me rassure. Avec 27 voix contre 23 à Lennart Johansson, Michel Platini s'impose de justesse. Mais il entend bien rassembler et rallier à ses idées toutes les fédérations européennes. Je suis plus une personne qui considère que le football et le jeu est très important et qu'il est temps de redonner ses vraies valeurs au football. La troisième vie de Michel Platini a commencé aujourd'hui à Düsseldorf. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France sera pendant 4 ans le numéro 1 en Europe. Et pour beaucoup, Platini est l'un des pionniers du football moderne. À 51 ans, il succède donc au Suédois Johansson. Michel Platini qui a toujours porté haut les couleurs tricolores. Christophe Duchéron. En 30 ans d'exposition au feu de la rampe médiatique, jamais Michel Platini ne s'est défait de son lumineux sourire. La jolie marque d'une part d'enfance et l'insolence d'un phénoménal talent. Tel était Platini, enfant de l'immigration italienne, débutant sa carrière à Nancy au milieu des années 70 et tirant les coups francs comme personne. Les copains, il y en a eu qu'un, les Pelé, il y en aura qu'un, et puis bon, Michel Platini, je lui souhaite d'être tout simplement Michel Platini. Vedette au temps d'une France qui portait des soupules à col roulé, qui ne gagnait rien au foot et pas grand-chose en sport, Platini s'est fait sa meilleure pub sur les terrains de foot. Allez Michel, voilà, oui Michel. Oui Michel. Meneur de jeu et meneur d'hommes, avec lui les Bleus disputent 3 Coupes du Monde, soulèvent bien des espoirs sans jamais réussir à la gagner. En 84, la France est au ciel et dans la rue, car la France du foot est championne d'Europe. Le premier titre de l'histoire du foot français, avec un but de Platini en finale face à l'Espagne. En 72 sélections avec les Bleus, il marque 41 buts, et c'est toujours un record. Après Nancy et Saint-Étienne, Platini joue à la Juventus de Turin en Italie, où il s'impose en patron, garnit son compte en banque et surtout son palmarès, comme aucun joueur français ne l'avait fait avant lui. En 87, à l'âge de 32 ans, il tire un gros trait noir sur sa carrière de footballeur et un dernier contre-pied. Le plus beau jour de ma vie a été le 22 juin 72, quand je me suis présenté à l'AS Nancy-Lorraine pour jouer au football. Platini aura 52 ans cette année et en peu plus d'un demi-siècle, il a déjà beaucoup fait. Meilleur joueur de la planète ou co-organisateur de la Coupe du Monde 98, il a choisi depuis quelques années la politique du foot qu'il pratique en costume et le voilà président. Plus grand chose à voir avec le foot de son temps, l'insouciance de l'époque et son sourire de jeunesse. Du patinage artistique, Brian Joubert est devenu champion d'Europe hier soir à Varsovie. Celui qui faisait figure de favori obtient là son 2e titre. Il ne lui reste plus maintenant qu'à s'emparer du titre mondial. Nathanaël Lorenza. Lorsqu'il patine comme ça, Brian Joubert est imbattable. Hier soir à Varsovie, le temps d'un programme libre parfaitement exécuté sur une musique de Metallica, le Français est redevenu le meilleur. Oubliez l'échec des Jeux de Turin, à 2 mois des championnats du monde au Japon,
la Tornade Joubert emporte tout sur son passage et décroche le titre européen, le deuxième de sa jeune carrière. Ils n'ont jamais été aussi bien placés. Après 2 épreuves, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder occupent la première place de l'épreuve de danse. Dans la patinoire, les Français ont fait frissonner les spectateurs avec ce tango endiablé. Ce soir, ils tenteront de déjouer tous les pronostics en accédant à la plus haute marche du podium. La Biennale de la danse avec ce spectacle original imaginé par une compagnie israélienne, Abdel Mostefa, Frédéric Delarue. Aucune raison d'avoir peur. Tout ça est un peu bizarre pour de la danse. Certes, mais très attachant. Le spectacle Oyster oscille entre ballet très chorégraphié, théâtre d'antan, musée des curiosités. Un escroc du hula hoop, une madame muscle, une femme aux bras trop longs, des automates légèrement déréglés. Au final, un drôle de cirque par une compagnie originale où l'on trouve à la fois des danseurs et des comédiens. Pour les comédiens, c'est un théâtre plus physique, qui demande de s'exprimer avant tout avec son corps. Les danseurs, eux, doivent être un peu acteurs. Avshalom Pollack, metteur en scène et comédien. Avec une chorégraphe, ils ont imaginé ce spectacle inspiré d'un livre du réalisateur américain Tim Burton. Leurs idées, ces 2 artistes israéliens les ont puisées aussi bien dans le cirque, la bande dessinée que le mime, pour un résultat qui se veut universel. Parfois, nous avons envie de créer comme un monde alternatif, pour essayer de rassembler et non de séparer comme le fait souvent la politique. Elle crée des murs. Nous voulons établir des liens, provoquer des émotions, de la réflexion, des rires. Le spectacle s'appelle Oyster, huître en anglais. Comme le mollusque, étrange d'aspect à l'extérieur, avec des perles à l'intérieur. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, patinage artistique avec les championnats d'Europe en direct de Varsovie, commenté par Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.